Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je dois dire aussi que je suis ravie d'être présente pour cet anniversaire, puisque nous avons beaucoup œuvré après le président Lasserre pour que cette autorité puisse commencer à fonctionner. Et je me disais ce matin, en entendant les interventions, que le fait que l'autorité ait mis 10 années à pouvoir se créer effectivement, c'est pas forcément négatif, parce que je pense que quand ce temps de maturation est aussi utile pour que chacun prenne conscience des enjeux, et le temps ne sera sans doute pas perdu. C'est peut-être grâce à ça que l'autorité a pu démarrer aussi rapidement et aussi efficacement. Alors ce que je vais essayer de faire cet après-midi, c'est vous présenter un panorama de la pratique de l'autorité de la concurrence métropolitaine en Outre-mer sous ses différents angles. Tout d'abord, les textes applicables, parce que nous appliquons le droit commun français, mais aussi des dispositions spécifiques à l'outre-mer. Donc c'est intéressant d'en dire quelques mots pour mettre ça en perspective avec le dispositif qui est en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Et puis ensuite, je détaillerai un peu par quelques exemples notre pratique, s'agissant de la répression des pratiques anticoncurrentielles, s'agissant de l'autorisation des concentrations, et puis s'agissant de notre pratique en matière d'avis. Alors, si on commence à parler tout d'abord des règles que nous appliquons. Alors, nous appliquons d'abord en Outre-mer le droit commun de la concurrence, mais il y a aussi des règles spécifiques. Alors, je crois qu'il y a un grand avantage au droit de la concurrence, que ce soit en France ou à l'étranger, notamment en Europe, c'est que les règles principales sont en nombre limité et ont une grande stabilité au cours du temps. Donc, en gros, la répression des abus de position dominante et la répression des ententes. Quand on regarde à l'échelle européenne, tous les pays pratiquent peu ou prou selon les mêmes règles, puisque nous appliquons le droit européen de la concurrence. Et la déclinaison de ces principes dans le droit national, elle est restée très stable, et ça reste le cœur du réacteur du droit que nous appliquons, même s'il y a d'autres dispositions qui sont parfois d'application moins fréquentes. Alors il y a cette constance qui est un élément important, parce que ça permet aussi de faire des comparaisons en permanence entre les décisions que nous prenons en France, celles qui sont prises par la Commission européenne, celles qui sont prises à l'étranger. Donc ça participe de quelque chose qui me semble très important, qui est cette communauté internationale de la concurrence qui permet de comparer, d'avoir des idées sur les actions qu'il faut mener en s'inspirant de ce que font d'autres autorités. Et ça permet aussi une adaptation aux nouveaux enjeux comme l'économie numérique, puisque finalement, comme la loi est très compacte et très concise, elle n'est pas rentrée dans trop de détails, et finalement, ça permet cette adaptation aux nouveaux enjeux. Donc, nous appliquons d'abord la répression des ententes et des abus de position dominante. Pour autant, au fil du temps, un certain nombre de dispositions ont été prises pour traiter des spécificités des économies ultramarines. Donc ça, vous les connaissez bien. Quelles sont ces spécificités? C'est des marchés de petite taille, donc peu de débouchés pour les entreprises qui veulent s'implanter localement. Il y a d'autres problèmes spécifiques qui sont communs aux Outre-mer, c'est le fait que le foncier commercial est assez rare, est assez cher. Donc ça, c'est un frein pour le développement de nouvelles entreprises. Et puis quelque chose qui est très structurant, qui est le coût de l'acheminement des produits, qui induit un certain nombre de difficultés pour le fonctionnement de l'économie. Après, il y a une autre grande constante qui est le fait que souvent, il y a peu d'acteurs, donc des acteurs qui sont là depuis un certain temps. Et ça, c'est un élément important si on s'intéresse au processus concurrentiel. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, on voit qu'il y a eu une activité législative marquée pour l'outre-mer. Donc, il y a deux grandes lois qui ont modifié le cadre applicable en métropole. C'est la loi de 2012, la loi Lurel, qui portait sur la régulation économique en outre-mer, et la loi sur l'égalité réelle, ou loi Barrette. Alors, quel était l'esprit de cette loi Lurel de 2012 qui a inséré dans le droit national un certain nombre de dispositifs? Tout d'abord, il y avait l'idée qu'il fallait évoluer d'un système fondé sur un contrôle des prix de détail à une régulation plus dynamique qui portait sur les marchés amont, notamment tout ce qui concernait l'acheminement des produits, le stockage, la distribution. Le pari de cette loi, c'était d'agir sur ce fonctionnement en amont, tout ce qui détermine l'arrivée des produits sur le territoire, afin d'induire plus de dynamisme dans l'économie. Ensuite, l'idée était de prévoir des dispositifs de régulation. Donc on était un peu à la frontière du droit de la concurrence stricto sensu et de la régulation, puisqu'il résulte de cette loi que le gouvernement était autorisé à prendre par décret, après avis de l'autorité de la concurrence, des mesures de régulation des marchés de gros et d'approvisionnement.
Alors, le champ de ces dispositions est très large, parce que ça peut concerner l'accès au marché, ça peut concerner la discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et tout ce qui peut constituer des facilités essentielles. Alors, si cette loi a été adoptée en 2012, c'était pour répondre à des problèmes qui étaient perçus comme très criants, le problème du fret maritime, le problème de la logistique et le problème du stockage des carburants. On en a parlé un petit peu ce matin. Alors, l'autorité, à l'époque, avait estimé qu'elle était favorable à ce dispositif, dès lors que ça pouvait être un outil supplémentaire pour gérer ces phénomènes de goulet d'étranglement et essayer de résoudre les difficultés concurrentielles en agissant sur toute la chaîne, donc y compris la chaîne amont de l'approvisionnement des produits, plutôt que la fixation des prix de détail, dont on sait qu'en concurrence, ce n'est pas toujours le mécanisme le plus efficace. Alors parfois, ça a un effet immédiat, donc ce qui peut attirer sur le moment, mais ça peut avoir des effets nocifs à long terme en termes de stimulation de l'innovation. Alors ce dispositif, il a surtout servi comme épée de Damoclès pour dissuader un certain nombre de pratiques, puisque les acteurs économiques savent que le gouvernement peut intervenir pour réguler les prix s'il y a un certain nombre d'abus. Alors, il y a une autre disposition qui était importante dans cette loi, c'était l'interdiction des accords d'approvisionnement exclusifs. Donc ça, c'est un dispositif qui ensuite, j'en dirai un mot, ça a été appliqué vigoureusement, avec quand même une exception. Un accord d'approvisionnement exclusif peut être autorisé si des gains d'efficacité sont avérés. Donc ça, pour qu'on puisse légitimer un accord d'approvisionnement exclusif, il faut qu'on démontre que le consommateur y trouve un bénéfice supplémentaire. Alors, autre disposition importante de cette loi Lurel de 2012, c'est le pouvoir d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail. Donc, ce dispositif existait déjà, mais la loi Lurel a voulu assouplir les conditions de sa mise en œuvre pour que ça puisse être un outil effectivement utilisé, avec bien sûr des conditions de nécessité et de proportionnalité. Alors, en pratique, ce dispositif n'a pas encore été appliqué, mais si on regarde la loi, cela pourrait permettre à l'autorité d'intervenir face à une entreprise en position dominante et dès lors qu'il résulte de son intervention sur le marché que les prix ou les marges sont trop élevés par rapport aux moyennes du secteur. Alors enfin, il y avait d'autres dispositions qui plus de détails sur la facilité plus grande de saisir l'autorité de la concurrence. Mais ce premier ensemble de dispositions quand même très conséquent était aussi complété d'un dispositif en matière de concentration avec un abaissement du seuil de notification des opérations. L'idée étant qu'il fallait permettre à l'autorité de pouvoir encore plus contrôler toutes les opérations de concentration pour s'adapter à la plus petite taille des économies ultramarines. Alors, la dernière modification législative importante, c'est la loi de 2017 sur l'égalité réelle, qui, elle aussi, est venue compléter le dispositif législatif en Outre-mer avec un mécanisme nouveau sur l'urbanisme commercial. Alors, à la différence de ce qui est le cas ici, nous n'intervenons pas pour les extensions de surface de magasins de la distribution, mais avec un nouveau dispositif, les collectivités peuvent nous saisir pour avis lorsqu'il y a un projet de création ou d'extension d'une surface commerciale. Alors, dans ce cadre, donc, le droit commun et les dispositions spécifiques à l'outre-mer, l'autorité métropolitaine a été très active au cours des 10 dernières années sur ces marchés d'outre-mer. Alors, tout d'abord, je vous donnerai quelques exemples s'agissant des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles. Donc, si on regarde les chiffres, en 10 ans, l'autorité a rendu 26 décisions d'antitrust sur l'outre-mer, ce qui est un nombre assez important si on compare ça à la taille de ces économies, dont 5 décisions qui portaient sur des pratiques d'importation exclusives. Donc ce dispositif de la loi Lurel a vite trouvé sa place et a été effectivement appliqué dans un certain nombre d'enquêtes. Et d'ailleurs, nous avons encore des enquêtes en cours sur ces dispositifs. Alors, une autre grande constante qu'on voit sur notre pratique, c'est qu'elle a porté sur tous les secteurs qui étaient vraiment au cœur des préoccupations des acteurs économiques et des consommateurs, notamment les télécoms, le transport maritime, la manutention portuaire, les carburants, la distribution alimentaire et les produits de grande consommation. Donc finalement, les secteurs dans lesquels nous sommes intervenus correspondaient aussi à ceux pour lesquels des préoccupations s'étaient manifestées. Par ailleurs, nous avons rendu 26 décisions de contrôle des concentrations.
Et dernier élément, en activité consultative, donc nous avons rendu 8 avis, ce qui est là aussi très conséquent par rapport à notre activité globale en matière d'avis, parce que régulièrement, le gouvernement, les ministères nous ont saisis de différents sujets. Alors, lorsqu'on regarde maintenant l'activité contentieuse, donc les sanctions pour pratiques anticoncurrentielles, j'ai ciblé quelques exemples qui me paraissaient pertinents d'intervention de l'autorité en matière de sanctions. Alors, il y a une affaire qui a été importante, c'est en 2009, une sanction que nous avons prononcée contre France Télécom et sa filiale Orange Caraïbes, qui concernait tout un ensemble de pratiques dans lequel cet opérateur, qui était en position dominante, avait voulu freiner le développement de la concurrence alors qu'un nouvel acteur économique, Bouygues Télécom, essayait de se développer. La sanction prononcée a été importante, c'était une sanction de 60 millions d'euros, alors qui ciblait tout un ensemble de pratiques, notamment une différenciation tarifaire, puisque la façon dont la société calculait ses tarifs défavorisait ses abonnés lorsqu'ils appelaient des clients qui étaient chez l'opérateur concurrent. Donc ça crée bien sûr un problème, parce que si on appelait quelqu'un qui était chez tel ou tel opérateur, ça allait coûter beaucoup plus cher au final dans le prix qui était payé par le consommateur. Donc ça, c'était une première décision forte. Et en 2009, l'autorité a dû ouvrir une autre procédure contre un autre opérateur télécom, cette fois c'était SFR à La Réunion, qui lui aussi avait mis en place le même type de différenciation tarifaire avec les opérateurs concurrents. Et en 2012, l'autorité à nouveau est intervenue pour sanctionner, cette fois c'était SFR à La Réunion, avec une sanction de 2 millions d'euros, qui était là aussi une sanction en cours de procédure, qui s'est traduite 2 ans plus tard, lorsque la procédure s'est terminée, par une sanction de 46 millions d'euros sur les pratiques qui avaient été mises en œuvre par SFR sur le marché de la téléphonie mobile. Donc, on voit que dans ces décisions, ce qu'on a ciblé, c'est à la fois la différenciation tarifaire qui visait à interdire l'arrivée de concurrents sur le marché, et aussi tout un ensemble de pratiques très pénalisantes, puisque notamment Orange avait mis en place des mesures d'exclusivité pour faire réparer son téléphone mobile ou pour se faire distribuer dans des magasins de distribution indépendants. Et donc, bien sûr, pour l'opérateur concurrent, ça rendait l'accès au marché extrêmement difficile. Les télécoms, vous l'avez vu, a été un secteur prioritaire, et c'est intéressant de noter que les prix des télécommunications ont fortement baissé après ces décisions, puisqu'on a eu au global des baisses de prix de l'ordre de 50%. Alors, c'est difficile d'attribuer cette baisse de prix à un élément, mais il est clair que le fait qu'il puisse y avoir une concurrence effective sur le marché des télécommunications a induit des baisses de prix extrêmement significatives. Alors, un autre secteur qui a été fortement au cœur des priorités de l'autorité, c'est la grande distribution. Alors d'abord, dans le grand avis que l'autorité a rendu en 2009, où elle a fait un panorama de toutes les problématiques de l'importation et de la distribution des produits de grande consommation, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui expliquait les surprix qu'on constatait en Outre-mer. Alors avec des causes qui ont été identifiées, la concentration dans le commerce de détail, et aussi le rôle particulier des grossistes importateurs qui, dans le cas d'espèces, pouvaient avoir un effet supplémentaire sur les hausses de prix. Alors, dans le secteur de la distribution, il y a eu aussi une décision importante d'un abus de position dominante. C'est une décision de 2014 qui portait sur les yaourts. Donc là aussi, les yaourts ont été au cœur de l'actualité. Cette fois, c'était en Martinique, puisque l'opérateur dominant des yaourts avait tenté de jeter le discrédit sur un concurrent qui rencontrait un grand succès chez les consommateurs, qui était un yaourt qui s'appelle Malo, si vous connaissez. Et l'opérateur dominant avait essayé de dire que ces yaourts Malo pouvaient être mauvais pour la santé parce qu'ils étaient moins bons que les produits locaux. Donc là, l'autorité est intervenue avec une sanction de 1,6 million d'euros pour dénigrement, qui est une catégorie d'abus de position dominante. Alors un autre exemple dans le secteur, cette fois alimentaire, c'est une décision toute récente que nous avons prise en 2018 qui portait sur la viande en Martinique. Puisque en Martinique, pour pouvoir bénéficier d'aides européennes, il faut être membre d'une association. Et il se trouve que pour rejoindre cette association, les critères n'étaient pas très clairs, que certains fabricants de viande n'arrivaient pas à accéder à cette association et donc ne pouvaient pas accéder aux aides européennes. Alors cette décision que nous avons prise était assez intéressante puisque nous sommes intervenus très vite par une procédure d'engagement pour que ces critères soient clarifiés.
mais aussi pour modifier le système qui était mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus de conditionnalité pour l'accès aux aides européennes, et donc finalement pour essayer d'améliorer à cette occasion le fonctionnement du marché. Alors, les importations exclusives, ça a été aussi une priorité de notre intervention. Nous avons sanctionné plusieurs entreprises qui avaient maintenu des accords d'importation exclusive après l'entrée en vigueur de la loi Lurel. Donc, en 2017, une sanction contre la société Materne qui fabrique les compotes et son grossiste importateur et qui avait maintenu des importations d'exclusivité. L'entreprise n'a pas contesté et a bénéficié d'une transaction. Puis, en 2018, donc l'année dernière, dans un secteur très important à La Réunion, aux Antilles et en Guyane, qui sont les pièges à termites, puisque compte tenu de l'habitat, il faut protéger les bâtiments en bois contre les termites. Et là encore, la société Dow AgroScience avait maintenu des contrats d'importation exclusifs après l'entrée en vigueur de la loi Lurel. Enfin, une décision qui concerne Wallis et Futuna, que nous avons pris en octobre 2018, une sanction de 250 000 €, 30 millions de francs pacifiques, contre Général Import et sa maison mère, qui, là encore, avaient maintenu des accords d'importation exclusive pour tous les produits de grande consommation à Wallis et Futuna. Donc là aussi, l'instruction n'a pas été extrêmement facile, parce que Wallis et Futuna, pour nous, c'est pas forcément facile de mener une instruction à distance, mais nous l'avons fait. Et c'était la première décision concernant ce territoire. Donc vous voyez qu'en pratique anticoncurrentielle, on a une pratique assez diversifiée. Alors sur le contrôle des concentrations, nous voyons un certain nombre de dossiers. Les dossiers qui sont souvent les plus délicats sont ceux qui concernent la grande distribution, puisque bien sûr le sujet des hausses de prix dans les produits de grande consommation est très sensible, et il n'y a pas un grand nombre d'acteurs. Donc lorsqu'il y a des fusions ou des rachats de supermarchés, souvent ce sont un peu les mêmes acteurs que l'on trouve en présence. Alors, dans une décision toute récente, nous avons eu à traiter cette difficulté du nombre limité d'acteurs, puisqu'il s'agissait de GBH, qui est également présent en Nouvelle-Calédonie, je crois, qui avait racheté un hypermarché en Martinique, et qui lui conduisait à avoir une part de marché extrêmement importante. Donc normalement, pour ce type d'opération, nous devrions refuser si on était notamment en métropole. Alors, compte tenu du peu d'alternatives qu'il y avait à cette situation, puisque le supermarché racheté était par ailleurs en mauvaise santé financière, nous avons accepté des remèdes un peu innovants, puisqu'il était difficile de trouver une enseigne concurrente qui pourrait reprendre ce supermarché. Et donc, à l'occasion de l'instruction de cette affaire, une nouvelle enseigne a été en quelque sorte ressuscitée, puisque c'est une enseigne qui n'était plus utilisée en métropole ou en outre-mer. Et nous avons mis en place tout un ensemble de mesures pour que cette nouvelle enseigne puisse animer la concurrence. Donc, finalement, le supermarché sera sous cette nouvelle enseigne, ce qui permettra aux consommateurs d'avoir un choix, avec bien sûr des engagements aussi sur la diversité des produits et l'indépendance de cette enseigne par rapport aux autres enseignes du groupe GBH. Il y avait un autre élément important dans cette décision, c'était le lien entre les activités de grossistes importateurs de GBH et ses activités de distribution au détail. Parce que nous avons considéré qu'il pouvait y avoir un problème dans l'équité du grossiste importateur qui est dans son rôle d'importation des produits et dans son rôle de distribution. Donc le groupe GBH a dû prendre des engagements pour assurer que la concurrence puisse être réelle sur tous les échelons de la chaîne de distribution. Alors j'en viens maintenant à notre action en matière d'avis au gouvernement ou aux autres institutions qui nous saisissent. Alors, le rôle de l'autorité en matière d'avis, c'est vraiment le plus ancien pour l'autorité, puisque l'autorité a d'abord été créée comme une commission consultative dans les années 50, et ça reste une faculté d'intervention très utile pour nous, pour intervenir par exemple sur les structures de marché ou proposer des réformes lorsque nous voyons que des réformes sont utiles. Alors, il reste dans nos avis un grand avis de 2009 que j'ai cité qui portait sur les produits de grande consommation. Mais nous avons été là encore saisis régulièrement sur les problématiques de carburant, avec 3 avis rendus en 2009 et en 2010. Donc régulièrement des sujets dans lesquels nous avons analysé tous les facteurs de renchérissement des prix. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût d'acheminement, la rareté du foncier, mais aussi en ayant une analyse géographique assez fine des goulets d'étranglement, par exemple le sujet des ports et du peu de transports maritimes qui peuvent faire baisser les prix, puisque souvent il y a une compagnie qui dessert tel ou tel port. Alors
Le sujet reste d'actualité puisque nous sommes actuellement en train de réaliser un nouvel avis pour le gouvernement sur la problématique d'outre-mer. Alors, ce que nous allons essayer de faire dans cet avis, c'est d'abord expertiser ces dispositifs, loi Lurel et loi Baretz, pour voir s'ils ont fonctionné, notamment un dispositif qui avait eu beaucoup de reconnaissance qui s'appelait le bouclier qualité-prix, dans lequel il y avait des accords locaux entre les préfectures et la grande distribution pour faire des paniers qui devaient être inférieurs à un certain prix. Donc, est-ce que ce dispositif a réussi à maîtriser les prix? Nous sommes en train d'expertiser ce point. Et puis, pour essayer de trouver des réponses structurelles aux surcoûts que j'évoquais. Alors, les sujets qui restent compliqués, je dirais que c'est celui du transport maritime. Donc, il y a des solutions possibles. Par exemple, je pense aux Antilles avec CMA-CGM, qui est l'un des transporteurs qui arrive aux Antilles. Nous avons mis en place des dispositifs d'engagement dans lesquels CMA-CGM doit réserver des capacités sur ses bateaux pour d'autres transporteurs, puisqu'effectivement, c'est difficile de rentabiliser des lignes de transport sur ces petits territoires. Donc, nous essayons de trouver des voies un peu innovantes pour qu'une concurrence puisse exister, quand bien même il est difficile de créer ex nihilo une ligne de transport. Donc ça va être l'un des sujets à l'ordre du jour. Par ailleurs, dans cet avis que nous allons rendre d'ici l'été, nous allons signaler des points où peut-être il y a des pratiques abusives qui pourraient justifier une intervention de notre part, puisque, notamment sur le sujet des ports que j'évoquais à l'instant, nous pensons qu'il faut agir sur plusieurs points pour faire baisser les prix, car nous avons fait une analyse un peu détaillée finalement pour voir qu'est-ce qui explique ces surprix qu'on constate en Outre-mer. Et on constate que beaucoup se passe dans la phase amont, donc l'arrivée des produits sur le territoire. Et nous allons essayer d'avoir des informations plus précises pour pouvoir décliner finalement à chaque stade de la distribution et de la fabrication du produit où naissent les surcoûts et comment est-ce qu'on peut les expliquer. Donc, pour conclure, comme vous le voyez, l'outre-mer prend une grande part dans l'action de notre autorité. Je crois que le contexte de l'année 2018 a bien montré pourquoi c'est tellement important pour nous, puisque dans le contexte de la crise des Gilets jaunes, qui a été une crise très politique et sociale très forte à la fin de l'année dernière, le gouvernement a souhaité nommer un délégué à la concurrence outre-mer. Donc c'est une nouvelle personne qui s'ajoute à l'action de notre autorité et avec laquelle nous intervenons et nous coopérons. Il y a des fortes attentes sur l'avis que j'indiquais, voilà, de donner des pistes de solutions. Donc, nous allons travailler, par exemple, à voir comment améliorer le dispositif du bouclier qualité-prix pour qu'il produise une vraie alternative pour les consommateurs en termes de produits moins chers, notamment les produits alimentaires. Et enfin, pour essayer de favoriser tous les espaces d'innovation, de concurrence et de mobilité, puisque je crois vraiment, comme ça a été dit ce matin, que en appliquant cette politique de concurrence, nous essayons d'obtenir un bénéfice économique pour le consommateur, mais aussi un bénéfice social, c'est-à-dire que le consommateur ait l'impression qu'il a toujours quand même une possibilité de choix et qu'il ne se fait pas juste imposer des produits ou des prix sans avoir de capacité d'agir. Je vous remercie.